Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter une autre pathologie métabolique très importante chez la vache laitière, à savoir la cétose de la vache laitière. On l'appelle aussi l'acétonémie. L'acétonémie de la vache laitière. Donc au cours de nos vidéos, Inch'Allah, on va essayer de traiter les plans suivants concernant la cétose de la vache laitière. Donc on va étudier dans un premier temps le métabolisme des corps cétoniques. On va voir par la suite la relation glycémie et corps cétonique. Donc tout ça, c'est des rappels très importants qui vont nous permettre un petit peu de comprendre par la suite la physiopathologie de l'acétonémie chez la vache laitière. Par la suite, on va voir l'épidémiologie, donc quels sont les facteurs de risque de cette pathologie. On abordera par la suite les formes cliniques, et là, on va parler des trois types d'acétonémie, le type 1, le type 2 et le type 3. Les moyens de diagnostic, comment reconnaître cette pathologie, et les moyens de lutte, ou à savoir donc la prophylaxie. Voilà. Donc, c'est un plan de travail, c'est un plan qu'on va essayer de voir en détail dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, sans tarder, on va essayer de voir une petite introduction concernant la cétonémie ou la cétose de la vache laitière. Donc, il faut savoir que la cétose de la vache laitière est une maladie métabolique. Elle est classée dans les affections métaboliques et elle va toucher le métabolisme énergétique. Elle va toucher le métabolisme énergétique. Donc, il ne faut pas confondre l'acétonémie avec l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, c'est un trouble du métabolisme phosphocalcique, alors que l'acétonémie est un trouble du métabolisme énergétique. D'accord? Alors, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une accumulation de corps cétoniques au niveau sanguin. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi acétonémie. Acétonémie, c'est par rapport au corps cétonique. Acétonémie. D'accord? Acétonémie, parce que l'acétone, le corps cétonique le plus important qui va s'accumuler et qui va donner cette odeur caractéristique de la laine, des urines et du lait, caractéristique de cette pathologie. C'est une pathologie qui a une mortalité rare, ça veut dire que sur le plan individu mort, sur la totalité des individus touchés, elle va être un petit peu inférieure, donc elle va être un petit peu diminuée. Par contre, elle est caractérisée par une forte morbidité, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans un élevage plusieurs vaches qui vont être touchées par cette pathologie. Elle concerne les femelles productrices de lait, donc surtout les vaches laitières hautes productrices. C'est des vaches laitières hautes productrices multipares. Et donc, on voit bien que l'acétonémie est très rare chez la génisse. Mais elle peut être rencontrée et on va voir quelles sont les conditions qui peuvent entraîner une acétonémie chez une génisse. Donc, chez les vaches multipares, dans les derniers mois de gestation et dans les 6 premières semaines après le part. Donc vous voyez que elle est un petit peu plus tardive que l'hypocalcémie. Elle est plus tardive que l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, elle se retrouve 24 à 72 heures après le veulage. Alors que l'acétonémie, elle est plus tardive. Donc on va voir que les deux types essentiels de cétonémie, de type 1 et de type 2, vont être différentes par rapport au timing, au temps de leur apparition. On va voir que le type 1, il est plus tardif que le type 2. D'accord? Donc on va essayer de voir ça plus en détail lorsqu'on va aborder les deux types d'acétonémie. Donc, chez les vaches laitières hautes productrices et multipares, dans les derniers mois de gestation et dans les 6 premières semaines après le part, dans les derniers mois de gestation, c'est la préparation. C'est la préparation. On va voir que tout se prépare pendant le tarissement et surtout les derniers mois de gestation. D'accord? Mais le déclenchement et l'apparition, il se fait dans les 6 premières semaines après le part. On la retrouve aussi, cette pathologie, chez les vaches laitières productrices de lait riche en matière grasse.
riche en matière grasse. Pourquoi? Parce qu'on va voir que lors d'une acétonémie, il y a une augmentation de la matière grasse du lait. Et donc, si la vache a tendance génétique vers l'augmentation de la matière grasse de son lait, elle va puiser de ces matières grasses à partir de la lipogénèse, à partir de la dégradation des lipides, des triglycérides. Et donc, elle va avoir besoin de plus de triglycérides qu'une vache qui ne produit pas de matière grasse très élevée. D'accord? Donc, chez les vaches productrices de lait très riche en matière grasse, chez les vaches avec un pic de lactation marqué, ça veut dire que c'est des vaches qui ont un pic de lactation très marqué. Donc, quand on dit marqué, c'est un pic de lactation qui avoisine les 40 voire 45 litres. D'accord? Donc, ces vaches sont caractérisées par un pic de lactation très très important, très très marqué. Et donc, ils vont être sujettes plus aux problèmes d'acétonémie que les vaches qui ont un pic modéré de 20 à 25 litres de pic. On peut aussi retrouver cette pathologie chez les vaches mal engraissées ou trop engraissées. Et là, c'est les deux facteurs qui vont nous orienter vers là. On va parler du type 1 et là, on va parler du type 2. D'accord? Donc, c'est soit mal engraissé et là, on va parler des problèmes de BCS et des problèmes de conditions défavorables lors de la rentrée au tarissement. Et vice-versa, donc contrairement, on va parler aussi d'une vache qui est trop engraissée et qui rentre au tarissement. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que on peut avoir une cétose de vache laitière chez soit les mal engraissés, on va parler de type 1, soit les trop engraissés, on va parler de type 2. D'ailleurs, le type 2, on va l'appeler vache grasse ou syndrome de la vache grasse. On peut retrouver cette pathologie aussi chez les animaux avec un manque d'exercice musculaire. Et là, toute la panoplie de la conformation de l'étable, de la stabulation qui va être très très importante. Pourquoi l'exercice musculaire? Parce que les corps cétoniques, on va voir que les corps cétoniques, physiologiquement, ils sont dégradés au niveau musculaire et ils vont fournir de l'énergie. Donc, une vache qui est en manque d'exercice musculaire, surtout pendant la période post-velage, va voir ses corps cétoniques non dégradés par l'activité musculaire. Et ce qui va favoriser leur augmentation au niveau sanguin. Donc tout ça, c'était une petite introduction par rapport à la pathologie en elle-même, donc les circonstances d'apparition, les individus qui sont touchés et ainsi de suite. Passons au rappel physiologique. Donc je vous invite à bien se concentrer parce qu'ils sont très très importantes dans la compréhension de la pathogénie de la maladie par la suite. D'accord? Et c'est pour cette raison que je vous donne à chaque fois des rappels physiologiques, c'est pour vous orienter par la suite dans les problèmes de pathogénie. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est le métabolisme des corps cétoniques. Alors, d'où viennent ces corps cétoniques qui vont s'accumuler au niveau sanguin par la suite? Donc, métabolisme des corps cétoniques. Avant tout, il faut savoir l'origine de ces corps cétoniques. Alors, origine des corps cétoniques. D'où viennent ces corps cétoniques qui vont faire des problèmes au niveau du sang de la vache? Donc, l'origine principale des corps cétoniques, il est dû à l'accumulation de l'acétylcoenzyme A dans le foie. On va aller étape par étape. L'acétonémie est caractérisée par une accumulation de corps cétoniques. D'où viennent ces corps cétoniques? Ils proviennent tous de l'accumulation de l'acétylcoenzyme A au niveau du foie. Vous allez comprendre bien. Donc, corps cétonique. يجيو كامل من l'acétylcoenzyme A. منين يجي هذا l'acétylcoenzyme A? Ce qui va nous mener vers l'origine de l'acétylcoenzyme A. Donc, on va essayer de comprendre. Alors, l'origine de l'acétylcoenzyme A connaît
plusieurs voies. Donc l'acétylcoenzyme A, il dit soit la voie digestive. Alors la voie digestive, je connais, c'est la dégradation des aliments par la microflore ruménale conduisant à la production d'AGV. Les AGV, je connais au moins, c'est les acides gras volatiles. Ces acides gras volatiles qui vont être produits au niveau du rumen, ils vont être absorbés et ils vont subir une hydrolyse dans le sang et libèrent de l'acétyl-CoA. Donc première origine, acétyl-CoA à partir des AGV alimentaires. Première origine, c'est la voie digestive. Dégradation des aliments par la microflore ruménale conduisant à la production d'AGV. Ces AGV, ils vont être hydrolysés dans le sang et libèrent de l'acétyl-CoA. C'est ce qu'on appelle l'origine digestive de l'acétyl-CoA. Est-ce qu'il existe une autre voie de la formation de l'acétyl-CoA? Oui, on va la voir. C'est la voie endogène. Alors, pour votre information, la voie endogène chez les ruminants, elle est plus importante dans la formation de l'acétyl-CoA que la voie digestive. La voie endogène, on va voir qu'il existe deux sous-voies. La première sous-voie, c'est toujours dans la voie endogène, c'est la glycolyse qui conduit à la formation du pyruvate. Ce pyruvate va subir une décarboxylation oxydative pour être converti en acétyl-CoA. Donc, première origine dans la voie endogène de l'acétyl-CoA, c'est la glycolyse. Alors, la glycolyse, c'est quoi? Donc, très schématiquement, la glycolyse, c'est la dégradation du glycogène. Et la dégradation du glycogène hépatique, bien sûr, va entraîner automatiquement la formation du pyruvate qui subit une décarboxylation pour donner de l'acétylcoenzyme A. Alors, cette glycolyse chez les ruminants, elle est faible. Pourquoi? Parce que la teneur en glycogène, elle est faible par rapport au monogastrique. C'est parmi les différences dans le métabolisme énergétique des monogastriques et des polygastriques. Chez les monogastriques, c'est la voie la plus importante de la formation du pyruvate et de l'acétyl-CoA. Chez les ruminants, la glycolyse, elle est faible, suite au stock de glycogène qui est faible par rapport au monogastrique. Donc, c'est une voie minime. Elle est utilisée et elle est rapidement dégradée. Donc, le glycogène se trouve en stock infiniment petit. Il va être dégradé, utilisé et c'est une voie qui est très très faible. La deuxième voie ou la sous-voie dans la voie endogène, c'est la gluconéogénèse. Aussi la néoglucogénèse. Alors cette voie, c'est la voie la plus importante chez les ruminants. D'accord? C'est la voie la plus importante chez les ruminants. Alors, comment se fait cette néoglucogénèse? Donc, la néoglucogénèse, vous savez, par définition, c'est la formation du glucose à partir de composés non glucidiques. Donc, elle peut se faire soit par la désamination oxydative en pyruvate de certains acides aminés, c'est la voie des protéines. D'accord? C'est la voie des protéines. Il y a certains acides aminés glucoformateurs, tels que la cystéine et la sérine. Donc, ce sont deux acides aminés qui vont subir une désamination oxydative et vont donner du pyruvate. C'est la néoglucogénèse à partir d'acides aminés par désamination. Nous avons une autre voie ou sous-voie par la transamination en pyruvate des acides aminés glucoformateurs qui sont l'alanine et la tyrosine. Donc, la cystéine et la sérine vont subir une désamination pour former du pyruvate. L'alanine et la tyrosine vont subir une transamination pour donner du pyruvate. Donc les deux, c'est la voie endogène peptidique, qui est une sous-voie secondaire. Hein. Elle est secondaire chez les ruminants. Donc elle existe. La troisième sous-voie endogène, et qui est la très très importante voie, c'est le catabolisme des lipides. Il y a la voie qui utilise à 80%
le ruminant pour sa néoglucogénèse. C'est le catabolisme des lipides. Donc les lipides, qu'est-ce qu'elles vont faire? L'une des voies où les acides gras activés sous forme d'acétyl-CoA subissent une bêta-oxydation et libèrent de l'acétyl-CoA. Donc c'est la voie la plus importante chez les ruminants. Donc chez les ruminants, la voie endogène la plus importante provient du catabolisme des lipides. D'accord? Des lipides. Et on va voir par la suite comment se fait cette voie. On va essayer de la détailler encore plus parce que c'est la voie la plus importante. Alors, voyons en détail maintenant comment se fait la synthèse des corps cétoniques à partir des catabolismes lipidiques. Donc voilà un petit schéma qui va récapituler un petit peu toutes les étapes pour former des corps cétoniques à partir de la voie lipidique. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que c'était une voie très importante chez les ruminants. Donc vous voyez là, c'est les AGL. Donc les AGL, ce sont les acides gras libres. On les appelle aussi les AGNE, les acides gras non estérifiés. Donc si vous trouvez dans des ouvrages AGL égale AGNE. Acide gras libre, acide gras non estérifié. D'accord? Et d'où viennent ces acides gras libres? Ils proviennent de la lipolyse. C'est la dégradation des lipides en triglycérides et après les triglycérides en acides gras libres. Donc vous voyez que les acides gras libres, suite à l'action de l'acétyl-CoA synthétase, va libérer de l'acétyl-CoA. Acétyl-CoA, qui en pénétrant au niveau de la membrane mitochondriale hépatique, d'accord, il va subir une bêta-oxydation. D'accord? Cette bêta-oxydation va donner de l'acéto-acétyl-CoA. Acéto-acétyl-CoA, qui est un produit intermédiaire entre l'acétyl-CoA et l'acétyl-CoA. Voilà, le problème qui va se déclencher. Donc acétyl-CoA. D'accord? Physiologiquement, cet acétyl-CoA, il va rentrer au niveau du cycle de Krebs pour donner de l'énergie. Et donc la voie de la cétogénèse, elle va être minime, c'est petite. On va voir que les corps cétoniques, physiologiquement, ils sont au niveau du sang, mais à un degré moindre. Ils ne dépassent pas les 100 mg par litre. D'accord? Les 100 mg par litre. Donc, dans les voies normales, quand il y a un bilan énergétique qui est normal et qu'il n'y a pas de problème de déficit énergétique, le cycle de Krebs va faire rentrer cet acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs et il va l'orienter vers la formation de l'énergie avec une petite quantité quand même qui va être orientée vers la formation des corps cétoniques. Le problème qui va se poser, c'est qu'à un certain moment, nous avons un problème de déficit énergétique chez la vache laitière. Et vous savez que le déficit énergétique, il est inévitable chez la vache laitière. Suite à quoi? Suite à l'augmentation des besoins de production laitière et qui ne sont pas couverts par l'alimentation. Pourquoi? Parce que la vache a un problème dans la prise alimentaire post-velage. D'accord? Et donc nous allons avoir un déséquilibre entre les besoins et la quantité d'aliments qui va rentrer. Donc il y a un déséquilibre qui va nous orienter vers un bilan énergétique négatif. Ce bilan énergétique négatif, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est très prononcé, il va bloquer le cycle de Krebs. Il va bloquer le cycle de Krebs. Il va le bloquer à quel niveau? Au niveau d'un composant très important qui est l'oxaloacétate. Et l'oxaloacétate, si le cycle de Krebs est bloqué, il n'est plus régénéré. Or, cet oxaloacétate, c'est un élément très important pour la pénétration de l'acétyl-CoA à l'intérieur du cycle de Krebs. S'il n'y a pas d'oxaloacétate,
l'acétyl-CoA ne peut pas rentrer au niveau du cycle de Krebs et il va s'accumuler. Il va s'accumuler au niveau hépatique. En s'accumulant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être orienté avec une grande quantité et il va donner donc une grande quantité de composants intermédiaires, les hydroxyméthylglutaryl coenzyme A, qui va augmenter au niveau hépatique. Ce composé intermédiaire, il va automatiquement entraîner la formation de corps cétoniques. Le premier corps cétonique qui va être synthétisé, c'est l'acétoacétate, qui lui va donner les deux autres corps cétoniques, à savoir le bêta-hydroxybutyrate, le BHB, et l'acétone. Il va donner de l'acétone et l'hydroxybutyrate. Il faut savoir que la réaction acétoacétate bêta-hydroxybutyrate, elle est réversible. Ça veut dire que l'hydroxybutyrate peut revenir vers l'état acétoacétate, d'accord? Mais la réaction acétoacétate-acétone, elle est irréversible. Et ce corps cétonique qui est à l'origine des troubles qu'on va voir par la suite dans les formes d'acétonémie. Donc voilà un petit schéma qui récapitule un petit peu la synthèse des corps cétoniques, surtout par la voie endogène lipidique, parce que c'est la voie la plus importante. On avait dit que les corps cétoniques étaient physiologiquement synthétisés, mais à une petite quantité. Quel est maintenant le rôle de ces corps cétoniques physiologiquement, puisqu'elles existent, donc elles doivent avoir un rôle physiologique. Alors, quel est le rôle des corps cétoniques au niveau de l'organisme? Le rôle des corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques sont représentés par trois corps. Donc, l'acétone, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate. Les corps cétoniques. Elles sont fabriquées dans le foie et le rein à partir de l'acétyl-CoA. C'est la forme la plus importante. Comme elles peuvent être synthétisées, donc ces corps cétoniques peuvent être synthétisés au niveau de l'épithélium du rumen à partir de l'acétate et surtout du butyrate. Et là, puisqu'elle peut être synthétisée à partir du butyrate surtout, là, il y a une autre forme de cétose. C'est ce qu'on appelle la cétose de type 3, ou bien aussi, on l'appelle aussi cétose butyrique. Ça veut dire que c'est une cétose qui sera caractérisée par un taux de butyrate au niveau du rumen qui va être transformé directement en corps cétonique. C'est ce qu'on appelle la cétose de type 3, cétose butyrique, ou bien on l'appelle aussi cétose alimentaire. Il y a certains aliments, tels que l'ensilage qui est mal conservé, qui contient beaucoup de butyrate, il va être ingéré par la vache, et un taux de butyrate très important au niveau du rumen va être converti directement en corps cétoniques qui vont se retrouver et qui vont s'accumuler directement au niveau du sang, au niveau de la circulation sanguine, avec bien sûr une libération au niveau de la laine, au niveau du lait et au niveau de l'urine. Donc ça, il ne faut pas la négliger. Le troisième type est la forme alimentaire de l'acétonémie. Elle est rare par rapport au type 1 et au type 2, mais elle existe. D'accord? Alors, ces corps cétoniques sont physiologiquement présents dans le flux sanguin à des taux inférieurs à 100 mg par litre. Donc, à des taux de 100 mg par litre, on peut avoir des corps cétoniques qui circulent au niveau du sang. Quel est le rôle? Ils sont utilisés dans la presque totalité des tissus comme substrat énergétique. Donc les corps cétoniques à des taux inférieurs à 100 mg par litre, elles sont bien, il n'y a pas de problème, elles peuvent être utilisées par la totalité des tissus comme substrat énergétique. D'accord? Ça c'est le rôle des corps cétoniques qui est très important et à des taux inférieurs à 100 mg par litre. C'est leur augmentation qui va donner des problèmes d'acétonémie. Donc, ne faites pas la faute de dire présence de corps cétoniques. C'est l'augmentation, c'est l'accumulation de corps cétoniques au niveau sanguin. Parce que les corps cétoniques sont physiologiquement fabriqués et elles ont un rôle énergétique à jouer. C'est leur accumulation et leur augmentation
au-delà de 100 mg par litre qui va donner des problèmes d'acétonie. On va passer maintenant à la régulation des corps cétoniques. Alors, qu'est-ce qui fait la régulation des corps cétoniques? Quel est le mécanisme qui rentre en jeu pour la régulation des corps cétoniques? Alors, il faut savoir que la régulation des corps cétoniques, elle se fait essentiellement par les acides gras non estérifiés, les séminarums, les acides gras libres. Voilà, les acides gras libres. Parlons maintenant de la régulation des corps cétoniques. Qu'est-ce qui permet l'augmentation ou la diminution de la synthèse de ces corps cétoniques? Donc, il faut savoir que la régulation des corps cétoniques, elle est intimement liée au taux d'acides gras libres, ou bien les acides gras non estérifiés. Plus les acides gras libres sont libérés lors d'une lipolyse, plus les corps cétoniques sont produits en grande quantité, à condition que ces acides gras libres peuvent pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie hépatique. Donc, la condition sine qua non, c'est présence d'acides gras libres et leur pénétration à l'intérieur de la mitochondrie hépatique. Alors, qu'est-ce qui permet la pénétration des acides gras libres au niveau de la mitochondrie hépatique? C'est une enzyme appelée CPT1. Alors, CPT1, c'est quoi? C'est carnitine, le P, c'est palmityle, le T, c'est transférase. Transférase, c'est ce qu'on a appelé la CPT1. Donc, quand la CPT1 est présente et activée, les acides gras libres, les AGL, peuvent pénétrer au niveau de la mitochondrie pour former des corps cétoniques. Quand la CPT1 est inhibée, les acides gras libres ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule mitochondriale et il n'y a pas de formation, donc pas de corps cétonique. Pas de corps cétonique. Maintenant, il faut savoir quel est le phénomène qui peut inhiber ou activer la CPT1. Quel est le phénomène qui peut activer ou inhiber le fonctionnement de la CPT1? Alors, il faut savoir que la CPT1, elle est intimement liée à la quantité d'un composé appelé malonyl-CoA. Alors, منين هذا le malonyl-CoA? Malonyl-CoA, c'est le produit de dégradation du citrate. Et le citrate, il provient du cycle de Krebs. D'accord? Cycle de Krebs. Ok? Donc, si le cycle de Krebs est fonctionnel, le citrate est produit, le malonyl-CoA est produit, et dans ce cas, le malonyl-CoA va inhiber la CPT1. Si la CPT1 est inhibée, donc les AGL, les acides gras libres, ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie et il n'y a pas de formation de corps cétonique. Quand est-ce que le cycle de Krebs est fonctionnel? C'est lorsque la glycémie est normale ou haute. D'accord? Donc si la glycémie est normale, il y a travail du cycle de Krebs, formation de citrate en quantité, formation de malonyl-CoA en quantité, inhibition de la CPT1. Et donc les acides gras libres ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie hépatique, il n'y a pas de corps cétonique. Ce qui explique que lorsque le cycle de Krebs travaille, la quantité de corps cétonique qui est produite, elle n'est pas énorme. C'est la quantité physiologique, parce que la glycémie est normale ou haute, il y a du malonyl-CoA, inhibition de CPT1, les acides gras libres ne rentrent pas en grande quantité au niveau de la mitochondrie hépatique, et donc les corps cétoniques ne sont pas fabriqués en quantité exagérée. Le cas contraire, la glycémie est basse. Dans ce cas, le cycle de Krebs va être inhibé. Si le cycle de Krebs est inhibé, il n'y a pas de formation de citrate. Il n'y a pas de formation de citrate. S'il n'y a pas de formation de citrate, il n'y a pas de formation de malonyl-CoA. Si le malonyl-CoA n'est pas produit en quantité, l'effet inhibiteur va s'effacer. Et donc, si l'effet inhibiteur s'efface,
c'est l'effet activateur qui va s'exprimer. Si l'effet activateur de CPT1 s'exprime, les acides gras libres vont pénétrer en grande quantité au niveau de la mitochondrie hépatique et dans ce cas, nous allons avoir une formation de corps cétonique en grande quantité. C'est ce qui se passe lors de l'acétonémie de type 1, surtout l'acétonémie de type 1. On va voir que lors de l'acétonémie de type 2, glycémie dans un premier temps, elle est normale ou haute, ce qui va faire que les AGL, les acides gras libres, ne pénètrent pas dans un premier temps au niveau de la mitochondrie de l'hépatocyte. Ils sont déviés vers la formation de triglycérides et ils vont entraîner ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Mais par la suite, la glycémie va chuter et l'effet freinateur de la CPT1 va s'inhiber et donc il y a l'effet activateur. Donc dans un premier temps, lors de l'acétonémie de type 2, nous avons une surcharge hépatique par les acides gras libres, mais par la suite, il y a une formation de corps cétonique qui est moins importante que la formation de corps cétonique lors de l'acétose de type 1. Maintenant, récapitulons. Donc, les AGNE ou les AGL en grande quantité sont régulateurs de la formation des corps cétoniques à condition que la CPT1 soit fonctionnelle. La CPT1 soit fonctionnelle. Cette CPT1 dépend du malonyl-CoA. Donc malonyl-CoA qui est un produit qui est à partir du citrate. Donc citrate, qui dit citrate dit glycémie automatiquement. Donc deux cas de figure se dessinent. Donc soit on est dans un état de glycémie haute et dans ce cas le malonyl-CoA il est en grande quantité, donc fabriqué en grande quantité. Si le malonyl-CoA est en grande quantité, il y a inhibition de la CPT1. Et donc les AGL ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie, pas de formation de corps cétonique. Ces AGL vont être redéviés vers la formation de triglycérides et stéatose hépatique va s'installer. Stéatose hépatique va s'installer. Dans le cas contraire, lors de glycémie basse, il y a moins de citrate, moins de malonyl-CoA, et donc l'effet freinateur du malonyl-CoA va être inhibé. C'est l'effet positif et donc l'activation de la CPT1. Les AGNE peuvent pénétrer en grande quantité au niveau de la mitochondrie hépatique à partir des AGNE. Donc ça c'est la régulation de la pénétration des AGL et donc la formation de corps cétoniques dépendante de la carnityl-palmityltransférase 1. Donc CPT1, 1. Ça c'est une notion très très importante parce qu'elle va différencier entre la pathogénie de l'acétonémie de type 1 et l'acétonémie de type 2. Il y a aussi une régulation hormonale. C'est-à-dire qu'il y a intervention de certaines hormones qui vont agir soit par l'activation de la lipolyse ou l'activation de la lipogénèse. Donc, ces hormones vont agir essentiellement sur le métabolisme lipidique. Première hormone qui intervient dans le métabolisme lipidique et qui va réguler la cétogénèse, c'est l'insuline. Elle est très très importante à connaître. L'insuline, donc, elle est activée ou elle est sécrétée avec la présence du glucose ou de ses précurseurs, tels que l'acide propionique, surtout chez les ruminants. Chez les ruminants, c'est la voie la plus importante, c'est la voie de l'acide propionique qui active la libération de l'insuline. Que fait cette insuline? Elle augmente l'utilisation du glucose par les tissus musculaires. Donc elle permet la pénétration de ce glucose au niveau du tissu musculaire et pour l'activité musculaire. Elle permet aussi la diminution de la néoglucogénèse hépatique. Donc elle fait pénétrer le glucose, elle diminue la néoglucogénèse hépatique, stimule la lipogénèse et donc elle inhibe la lipolyse, très très importante, d'accord? La lipolyse est inhibée par l'insuline. Donc le rôle de l'insuline c'est quoi? C'est une hypoglycémie.
elle va vers une hypoglycémie. Donc, elle fait pénétrer le glucose dans les cellules et tissus musculaires, elle diminue la néoglucogénèse hépatique, elle stimule la lipogénèse, elle inhibe la lipolyse et elle inhibe l'activité de la CPT1. Donc, le rôle essentiel de l'insuline dans la cétogénèse, c'est quoi? C'est l'inhibition de la cétogénèse. L'inhibition de la cétogénèse. Donc, l'insuline inhibe la cétogénèse. L'insuline inhibe la cétogénèse. Deuxième hormone qui intervient dans la régulation de la cétogénèse, c'est le glucagon. Alors, le glucagon, il a eu des actions inverses à l'insuline. D'accord? Et donc, le glucagon, comme résultat final, il est pour la synthèse de corps cétonique. Donc, glucagon cétogène. Il est cétogène. Donc, il favorise la formation de corps cétonique parce qu'il a une action inverse à l'insuline. Troisième hormone qui intervient dans la cétogénèse ou dans la régulation de la cétogénèse, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline et la noradrénaline. Alors, la noradrénaline est sécrétée par le système sympathique au niveau des terminaisons nerveuses sur la cellule adipeuse. Donc, il ne faut pas confondre la noradrénaline et l'adrénaline. La noradrénaline, c'est un médiateur du système sympathique. Elle provoque la décharge importante d'acides gras non estérifiés, ou bien d'acides gras libres. Donc, elle permet une décharge importante d'AGNE. L'adrénaline est sécrétée par la surrénale. Donc, il faut faire très très attention. Lorsque vous parlez de noradrénaline, c'est le système sympathique. Lorsque vous parlez de l'adrénaline, elle est sécrétée par la surrénale. L'adrénaline est sécrétée et libérée en cas de stress, surtout en phase primaire. Et le rôle de l'adrénaline et de la noradrénaline, c'est quoi? C'est pour que l'organisme s'apprête à lutter contre un facteur stressant. D'où l'importance du stress lors du veulage. Qu'il est important, il y a une grande libération d'acides gras libres par le tissu adipeux. Et là, on va voir que le stress, c'est un facteur très très important dans le déclenchement de la cétogénèse. Suite à quoi? Suite à la libération accrue de noradrénaline par le système sympathique et d'adrénaline par la surrénale, avec une décharge très très importante d'AGNE, d'acides gras non estérifiés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones cétogènes. Troisième type d'hormone qui intervient dans la régulation de la cétogénèse, c'est l'hormone de croissance. On l'appelle aussi GH, Growth Hormone. La GH. Alors la GH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle réduit la lipogénèse. Donc si elle réduit la lipogénèse, elle favorise la lipolyse. Elle permet la mobilisation des AGNE. Donc la lipolyse va faire automatiquement sortir et libérer les AGNE, les acides gras non estérifiés. La sécrétion de l'hormone de croissance est stimulée lors d'hypoglycémie. D'accord? Et sa concentration plasmatique est naturellement haute en début de lactation. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en début de lactation, nous avons toujours une glycémie basse suite aux besoins énergétiques négatifs caractéristiques du début de lactation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'hormone de croissance, ou la GH, elle est cétogène. Donc, elle permet la formation de corps cétoniques. On va voir maintenant une chose très très importante qui est relation entre glycémie et corps cétonique. Est-ce qu'il existe une relation entre glycémie et corps cétonique chez les ruminants? Alors il faut savoir que chez les ruminants, la glycémie ou la concentration en glucose circulant dans le sang est faible chez les ruminants. Elle est de l'ordre de 0,60 g par litre par rapport au monogastrique qui est de 1 g par litre. Donc parler de glucose comme substrat énergétique chez les ruminants, c'est pas vraiment juste. Chez les ruminants, les besoins énergétiques sont couverts à 70% par les AG, les acides gras volatiles. Alors le glucose contenu dans les aliments n'est pas absorbé par la paroi digestive. Donc même si il y a du glucose qui est ingéré avec l'aliment, il n'est pas absorbé directement sous forme de glucose et il va vers la circulation. Ce n'est pas comme les monogastriques.
Chez les polygastriques, le glucose ingéré par l'aliment, il est reconverti en AGV par la microflore. Maintenant, ça veut dire que si on donne du glucose par la voie digestive, il va au niveau du rumen, il n'est pas absorbé au niveau de la muqueuse ruménale et il ne passe pas sous forme de glucose au niveau de la circulation générale. Il est obligé de repasser par le métabolisme des AGV, par la microflore ruménale pour fournir de l'énergie. Donc vous voyez que vraiment, le glucose, il est secondaire chez les ruminants. C'est surtout les AGV qui sont très importantes et elles fournissent 70% de l'énergie nécessaire pour un ruminant. Maintenant, essayons de voir l'origine du glucose sanguin chez les ruminants. D'où vient le glucose sanguin chez les ruminants? Donc nous avons deux voies, la voie endogène qui est la plus importante et la voie endogène c'est la gluconéogénèse, c'est la néoglucogénèse. Donc c'est la voie la plus importante chez les ruminants pour la formation du glucose. Donc s'il n'y a pas de néoglucogénèse, il n'y a pas de formation de glucose chez les ruminants. C'est très important. Donc la voie la plus importante chez les ruminants, c'est la néoglucogénèse. La deuxième voie qui permet une fourniture de glucose, c'est la glycogénolyse. C'est la dégradation du glycogène et c'est une voie vraiment minime. Hein. Elle est négligeable chez les ruminants, la glycogénolyse, parce que le stock de glycogène chez les ruminants, il est faible. Nous avons une autre voie, c'est l'apport des glucides alimentaires, qui permet aussi une formation de glucose à partir des AGV, à partir des acides gras volatiles. Donc vous voyez que l'apport des glucides alimentaires, il doit passer par les AGV. Et les AGV vont donner du glucose. Donc il n'y a pas une absorption directe glucides alimentaires vers le glucose. Ça, c'est un schéma qui récapitule un petit peu tout ce qu'on avait dit concernant la formation des corps cétoniques. Donc je vous ai mis un petit schéma qui va récapituler un peu la synthèse et la régulation de la synthèse des corps cétoniques au niveau de l'organisme. Donc les corps cétoniques, c'est surtout à partir des acides gras non estérifiés ou bien des acides gras libres. C'est la forme la plus importante qui va nous donner donc les acides gras au niveau hépatique. Donc ces acides gras avec la présence de CPT1. Quand la CPT1 est activée. Donc il y a pénétration de ces acides gras libres au niveau de la mitochondrie, ils vont se transformer en acétyl-CoA. Donc s'il y a assez de citrate, ou bien d'oxaloacétate, le cycle de Krebs va jouer son rôle et il va donner donc de son énergie avec formation de l'ATP. Si le cycle de Krebs est arrêté, il n'y a pas d'oxaloacétate, il y a automatiquement accumulation de ces acétyl-CoA au niveau de la mitochondrie. Il va augmenter suite à la non-pénétration de ces acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs et donc ils vont s'accumuler. Quand ils vont s'accumuler, leur quantité va grandir, ils vont être dirigés vers la formation des corps cétoniques, production de corps cétoniques, acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Ces corps cétoniques vont être libérés par la suite au niveau de la circulation générale, où ils vont donner, donc les corps cétoniques, ils vont se retrouver au niveau du lait, au niveau de l'urine et au niveau des tissus. D'accord? Au niveau des tissus. Si la CPT1 est inhibée, la pénétration ne peut pas se faire et les acides gras libres vont donner des triglycérides qui vont être stockés soit au niveau du cytoplasme hépatique, soit ils vont être retransférés dans la circulation générale par le système des VLDL et des lipoprotéines. Et on va voir que ce transfert chez les ruminants, il est faible. Pourquoi? Parce que le taux de VLDL et de lipoprotéines chez la vache laitière, il est moins important que chez les monogastriques. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la formation des VLDL, la formation des lipoprotéines chez les polygastriques, chez la vache laitière, elle est
moindre, surtout en début de lactation. Début de lactation, le taux de VLDL diminue. Et donc, ce qui explique que même si les acides gras sous forme de triglycérides vont être présents au niveau du cytoplasme hépatique, ils ne pourront pas être transférés en grande quantité vers la circulation générale. Parce que le système des lipoprotéines, le VLDL, qui est responsable de retirer ces triglycérides du foie vers la circulation générale, est faible chez les ruminants d'une façon générale et il est plus faible en début de lactation. Donc, ce qui va favoriser, dans des cas bien précis, que les triglycérides vont s'accumuler et ils vont entraîner un problème de stéatose hépatique. Ça, c'est un schéma récapitulatif sur le devenir hépatique des acides gras non estérifiés avec la formation des corps cétoniques. D'une part, si la CPT1 est activée, d'accord? Si la CPT1 est activée avec pénétration très importante des acides gras et la formation d'acétyl-CoA avec inhibition du cycle de Krebs et la formation des corps cétoniques. Si la CPT1 est inhibée, donc il n'y a pas de pénétration des acides gras au niveau de la mitochondrie hépatique, et les acides gras vont être orientés vers la formation de triglycérides avec accumulation et stéatose hépatique qui va s'installer. D'accord? Maintenant, un petit mot sur l'utilisation du glucose chez la vache laitière. Donc, comment est utilisé le glucose chez la vache laitière haute productrice? Donc, le glucose rentre dans le métabolisme énergétique cellulaire. Ça, c'est le premier devenir. Le deuxième devenir, c'est le métabolisme des lipides. Et donc, là, vous voyez que lorsque la vache est au tarissement, si on donne un régime trop énergétique, l'énergie, ce qui est le glucose, va se transformer en acide gras, en triglycérides. Et donc, la vache va vers l'engraissement. Le deuxième devenir du glucose, ou l'utilisation du glucose chez la vache laitière, c'est le métabolisme fœtal. Le fœtus utilise beaucoup de glucose, mais là, j'attire votre attention. Le métabolisme fœtal, chez la vache laitière, il est moins important que chez la brebis. Ce métabolisme fœtal et cette dépendance du glucose chez le fœtus ovin, elle est plus importante, ce qui va donner la toxémie de gestation chez la brebis. Et la toxémie de gestation, on va essayer de voir ça dans une vidéo à part, que la toxémie de gestation, elle se déroule avant l'annulage. C'est pendant la gestation et surtout s'il s'agit de gestation gémellaire. Elle est due à quoi? Elle est due à la dépendance du fœtus ovin au glucose par rapport au fœtus bovin. Le fœtus bovin, il est moins dépendant du glucose que le fœtus ovin. D'accord? Par contre, la production lactée, elle est très dépendante du glucose. Chez les bovins, d'accord? Production lactée chez les bovins. Chez les ovins, si la race, elle est laitière, la dépendance existe. Si elle est allaitante, comme chez le cas des ovins chez nous en Algérie, si elle est allaitante, elle est moins dépendante du glucose. Donc, parce que la production lactée, elle est moins importante que chez les ovins laitiers. D'accord? Chez les ovins laitiers. Et là, je vais essayer de vous faire une vidéo, Inch'Allah, qui va parler de la race ovine allaitante algérienne, avec les particularités, pourquoi elle est plus dépendante de la toxémie de gestation que de l'hypocalcémie. D'accord? Les hypocalcémies chez les ovins allaitantes, les rares par rapport aux ovins laitiers. Donc, on va essayer de détailler, Inch'Allah, dans une autre vidéo, les particularités du métabolisme énergétique et calcique chez la race ovine allaitante. La race ovine allaitante. Donc, la production lactée, elle est plus importante chez les bovins. Elle est due à quoi? Elle est due à la synthèse du lactose constituant du lait, et on sait que le lactose, il dérive du glucose. Donc, pour une molécule de lactose, nous avons besoin de 2 molécules de glucose. Donc, synthèse du lactose constituant du lait, d'accord?
En début de lactation, les besoins en glucose sont orientés pour la production de lait, prioritairement par rapport aux autres tissus. Et là, c'est là où va résider le problème. C'est qu'au début de lactation, les besoins en glucose, même si elle existe, ça veut dire que la glycémie existante va être orientée directement vers la production du lait. Et donc les autres tissus vont subir un problème d'hypoglycémie. C'est pratiquement le même mécanisme qu'on a vu pour le calcium lors de l'hypocalcémie. Donc c'est des besoins en énergie, en glucose qui sont orientés vers la production lactée. Et donc si les mécanismes de régulation, et dans ce cas les mécanismes de régulation c'est quoi? C'est la lipogénèse, c'est la formation d'AGV à partir de la néoglucogénèse. Si la néoglucogénèse est dépassée ou elle n'est pas présente, l'animal va tomber dans l'hypoglycémie et dans la formation de corps cétonique par la suite. Donc on termine avec ces rappels physiologiques très importants qui vont nous orienter par la suite vers la pathogénie des différentes cétoses qu'on va voir, Inch'Allah, dans le prochain vidéo. Je vous remercie.